Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, oh bon Dieu, pour en être tombé amoureux? Elle a mis dans ma vie l'enfer au paradis, c'est vous dire où j'en Mesdames suis. et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct du Salon du Livre au Biel. Et ce soir, comme tous les soirs jusqu'au 9 novembre, nous vous accompagnons, bien sûr, nous étant la MTV. Alors ce soir, ne ratez pas, par exemple, une table ronde avec Meïchidia, une autre avec Ziad Antal et Youssef Tormé, entre autres. Les activités sont multiples, on ne va pas toutes les énumérer. Au menu de notre émission ce soir, des mots, des histoires, bien entendu. Alors des histoires d'amour, des histoires de désamour. Des amours avec Eric Reinhardt, L'amour et les forêts, et puis des histoires de désamour, puisqu'on va retrouver tout à l'heure Sophia Amara, qui va nous parler, bien entendu, du conflit syrien. Mais en attendant, bon salon à tous, comme d'habitude. En retard à tous nos rendez-vous, elle fait tout pour me rendre jaloux. Quand je rentre le soir, c'est trop tard ou trop tôt, mais jamais quand il faut. Eric Reinhardt, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous appelle Reinhardt, pas Reinhardt comme tout le monde, parce que vous êtes lorrain. Et c'est comme ça que ça se prononce, j'imagine. Et c'est comme ça que je le prononce moi-même, en effet. Alors, vous me disiez tout à l'heure, je ne suis pas de Nancy, je suis de nulle part. Oui, je suis né à Nancy. C'était la ville de ma famille du côté de mon père. Mais je n'y ai habité que quelques années. Je suis parti à l'âge de 6 ans. Et puis on s'est promené dans toute la France. Et puis j'ai fini dans un lotissement de la banlieue parisienne. Et je me suis installé à Paris à l'âge de 18 ans. Et donc, d'une certaine manière, oui, en effet, je ne suis de nulle part. Ma ville d'élection, c'est Paris. Mais je n'y suis pas né. Je n'ai pas passé mon enfance. Comme beaucoup de Parisiens d'ailleurs. Comme beaucoup de Parisiens. Et voilà, mais j'ai pas de ville vraiment en province, Nancy ou par exemple la Provence du côté de ma mère, où j'aurais gardé des souvenirs d'école et des enfants, des camarades de classe et tout ça. Donc voilà, c'était un peu une boutade, mais c'est vrai que je suis un peu comme ça, un citoyen de l'univers, tout le monde aime dire ça en ce moment. Flottante vu les ouvertures culturelles. Et sans ancrage particulier. Eric Mon Reinhardt. ancrage, c'est la littérature et l'écriture et l'amour des livres. Voilà. Heureusement, le point de départ et le point d'arrivée finalement. Eric Reinhardt, vous êtes donc écrivain, éditeur de livres aussi. L'amour et les forêts, publié chez Gallimard, est votre 6e roman. Il raconte l'histoire de cette femme dont un de vos livres aurait changé la vie. Une femme harcelée par son mari qui va tenter de s'engager sur le chemin de l'émancipation. Alors vous étiez en liste pour le Goncourt, vous étiez sur la liste du Goncourt, et puis vous êtes sorti de cette liste. Et moi je suis très fâchée. Je sais pas comment vous vous en remettez, vous. Vous êtes toujours en liste triste pour le Médicis. Oui, voilà. Mais votre colère m'enchante. Oui, mais je ne suis pas la seule, parce que vous êtes grand favori pour également le choix de l'Orient, je crois, qui est un prix qui est décerné à Beyrouth et qui sera proclamé Mais j'ai demain. reçu autant de messages de soutien et de colère que j'aurais reçu de messages de félicitations si j'avais eu le prix Goncourt. Voilà, ça revient au même, en gros. C'est ça que vous allez me dire. J'aurais préféré avoir le prix Goncourt. Bon, Eric Reinhardt, Bénédicte Ombre d'Âne, c'est le nom de votre héroïne, va vous raconter sa vie. Et vous allez vous mettre en scène vous-même pour nous la relater. Alors, qu'est-ce qui vous, qui êtes né donc à Nancy, vous a donné envie de parler d'émancipation féminine dans une société où les choses ont quand même bien évolué? Parce que le problème du harcèlement conjugal existe. La société a beau avoir évolué, on a beau pouvoir considérer qu'il y a une forme d'égalité entre les hommes et les femmes, de principe en tout cas, et dans la loi. Cette égalité ne l'est pas dans les faits et on trouve trop souvent malheureusement des situations de domination masculine importantes
que ce soit dans la société, l'entreprise, la vie politique et la vie conjugale. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me tenait particulièrement à cœur de traiter voilà, de cette violence psychologique faite aux femmes dans leur couple. Alors, vous imaginez qu'un livre comme ça, au Liban, a un double effet, parce que les violences conjugales ici sont plus nombreuses, sont plus tabous, surtout on en parle beaucoup moins que chez vous, et le harcèlement sexuel au travail ou ailleurs est aussi un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Est-ce que vous avez pu avoir quelques échos auprès de votre... Non, pas encore. Je viens d'arriver. Je vais avoir une rencontre tout à l'heure publique, donc une rencontre avec des lecteurs. Et j'espère que je pourrai m'entretenir avec certains d'entre eux et avoir en effet ce type d'éclairage. Voilà. Je ne connais pas le Liban, c'est la première fois que je viens. Donc je ne suis pas en mesure de vous dire si les situations de harcèlement sont plus répandues ou plus facilement acceptées et tolérées par la société. Je vous le confirme, a priori oui. Ici que dans d'autres pays. Alors, est-ce que cette Bénédicte Ombre d'âne... Mais en France, c'est vraiment très répandu, je pense. Beaucoup plus répandu qu'on ne le Mais on en parle beaucoup plus en France. On en parle parce que c'est devenu une sorte de sujet de société. Donc voilà, un certain nombre de magazines ont fait leur couverture sur ce type de sujet. Mais le problème auquel sont confrontées les femmes en situation de harcèlement conjugal, c'est la honte qu'elles en éprouvent, le silence dans lequel elles préfèrent le plus souvent s'enfermer en pensant que la situation finira par s'arranger, s'améliorer. Et en général, elles s'isolent, elles n'en parlent pas, elles ne vont pas voir de psychiatre, de psychologue, ou n'en parlent même pas à leurs médecins ou à leurs amis les plus proches ou à leur famille. Et c'est la raison pour laquelle elles se laissent détruire si facilement de l'intérieur par leur mari que personne n'est au courant et que la plupart de ces femmes semblent vivre en couple une vie tout à fait normale et même tout à fait satisfaisante, voire radieuse. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup plus... C'est à ça qu'elle va s'atteler, votre héroïne, Bénédicte Ombre d'âne. Montrer que C'est-à-dire tout se passe très très bien. Elle réagit à cette situation-là par intermittence et en général comme ça par fulgurance. Elle a des fulgurances de colère, de révolte. Et par accès comme ça, elle va réagir. Donc, voilà, une fois, notamment, elle, poussée à bout par son mari, Bénédicte Ombre d'âne, donc mon héroïne, décide... De partir à la recherche de l'amour ailleurs. En tout cas, partir à la recherche voilà, de la vie. Ouais. De la vie... Une sorte d'exutoire, quel qu'il soit. En effet, et puis surtout, asphyxiée comme elle est par son mari, alors que c'est une femme très intelligente, riche intérieurement, très sensible, très cultivée. Belle, elle a tout pour elle en fait. Qui a envie de vivre et d'éprouver des sensations, des choses fortes, de connaître des surprises, des enchantements dans sa vie. Un soir, elle décide d'aller sur Internet pour rencontrer un homme, juste pour le plaisir d'être regardée, désirée, considérée. Alors justement, puisque vous parlez déjà de la séquence Internet, j'allais y revenir tout à l'heure, mais votre écriture est totalement différente sur cette séquence que dans la suite du livre. Alors, vous êtes très cru là, et on se dit, bon, elle est partie sur quelque chose qui va être en montée et en descente sans arrêt, et puis après, vous êtes beaucoup plus lyrique. Oui, parce que j'avais... en fait, je voulais avec ce livre être au plus près de ce que vit et de ce que ressent mon héroïne, Bénédicte Ombre d'âne. C'est pas une histoire que je raconte de l'extérieur comme ça, en prenant de la hauteur et en analysant les choses. On est vraiment à chaque moment du livre. Ah non, vous êtes Bénédicte Ombre d'âne, je suis carrément. À chaque moment du livre, on est au présent de l'histoire que vit cette femme. Et donc, quand elle va sur Internet, on assiste en direct aux échanges qu'elle a avec ces hommes. Je ne règle pas la séquence en disant... un soir, elle est là sur Internet, elle se brancha sur Mythique, elle dialoga avec quelques hommes, elle en rencontre un, etc. Non, on est vraiment dans l'échange et le lecteur voit surgir peu à peu de cet enchevêtrement de dialogue, une ligne comme ça, voilà, de relationnelle, narrative avec un homme. Et cette ligne est plus délicate et douce que toutes les autres qui sont vraiment dans la grossièreté et une forme de vulgarité, parce que ces hommes sont sur Internet pour le sexe. Pour le sexe. Ouais.
Et donc ils sont très impatients, ils n'ont pas de temps à perdre. Et lorsque la femme leur semble tourner trop longtemps autour du pot, ils s'emportent. Et donc mon héroïne, qui est une femme très idéaliste, très poétique, elle s'aventure là en imaginant, parce qu'elle est très naïve, qu'elle va pouvoir rencontrer un homme de qualité. Et en réalité, elle est confrontée immédiatement à une espèce de grouillement comme ça d'hommes voraces. Mais cet homme de qualité, elle va le rencontrer. Sa fibre féministe, à ce moment-là, ressort, et la mienne par la même occasion. Et donc, elle... ليال عمرها 31 سنة. هي اليوم مديرة تسويق بشركة شحن. مزوجة وعندها صبي زياد. ليال فاتت على أم النور سنة 2001. مستغرب؟ في أكتر من 5000 شاب وصبية بيناتنا نجحوا مثل ليال لأن آمنا فيهم وساعدناهم. وأنت كمان فيك تساعد. شاركوني أنا نادين لبكي ب7 تشرين الثاني لنحتفل سوا بعيد أم النور 25 ونأكد على إيماننا الكبير بجيل الشباب بلبنان. صار وقت كلنا نساعد لأن كلنا أم النور. Nostalgie et la Macumba Eleftheriades Productions présente Philippe Lavigne. Avec les filles, je ne sais pas quand il faut ou quand il faut pas. En concert au Music Hall Starco les 23 et 24 novembre. Elle danse, balance sur le pont rouillé d'un car. Philippe Laville interprétera ses plus belles chansons qui vous feront rêver et danser. Il vit sa vie au bord de l'eau. Coco et coquillage. Billets en vente au Virgin Ticketing Box Office. T'as les yeux aussi noirs que la beauté du diable. Belle, comme sur les couvertures de Elle. موتور شو هالأسبوع هو سوبر موتور شو لأنه خاص بصانع السوبر كارز الإيطالية باغاني. رح نزوركن مقر باغاني بمودينا، وكمان رح نعرفكن على الباغاني هويارا. ومحلياً رح يكون لنا وقفة خاصة مع ميلكار ومجموعة من أجمل السيارات المعروضة. موتور شو هالأحد الساعة 6 على MTV. بريدجستون الصانع الياباني الأول. Medco, you first. If your organization is working on a CSR initiative, it's now time to apply and win the Social Economic Award SEA during a gala dinner organized for the 4th consecutive year under the patronage of His Excellency Governor of Banque du Liban, Riyad Salameh at Casino du Liban on MTV. Call us now on 04-722-796. Social responsibility for a better community. Eric Reinhardt, bienvenue au Liban. Vous faites votre première expérience de panne d'électricité. J'adore, moi aussi c'est sur le génial. plateau. Ce sont les aléas de Beyrouth. Vous savez vivre, et vous, son hein. charme. J'ai été coincé dans l'ascenseur de mon hôtel ce matin à cause d'une coupure de courant. Et là, mon direct est interrompu également. Et ça Donc, s'est bien passé? Ben oui. Vous arriviez à respirer? Bon. Alors nous parlions de Bénédicte Ombre d'Anne. Est-ce que le point de départ a réellement eu lieu dans votre vie? Est-ce que Oui, j'ai rencontré plusieurs femmes qui se sont confiées à moi et qui m'ont raconté leur vie. Et j'ai décidé d'en relater une. Oui, voilà, de faire un roman. Mais mon roman repose en grande partie
même en totalité sur plusieurs témoignages, et un en particulier d'une femme que j'ai rencontrée dans le train et qui m'avait vu quelques jours plus tôt à la télévision, et qui me voyait à la télévision parler des femmes, et avec sensibilité, me disait-elle, et une sensibilité assez surprenante pour un homme, c'est ce qui lui semblait. Elle s'était dit en me voyant, c'est lui qui doit raconter ma vie. Et donc elle avait acheté mon livre, elle s'apprêtait à le lire et à m'écrire. Il se trouve que le hasard nous a placés l'un à côté de l'autre dans le train, et donc elle m'a dit, voilà, j'aimerais que vous racontiez ma vie. Et je lui ai demandé de quoi il s'agissait, et elle m'a dit qu'elle avait été aux prises d'un homme, son mari, pendant des années, qu'il a harcelé, qu'elle en était sortie et qu'elle souhaitait qu'un romancier témoigne des difficultés que pouvaient avoir ces femmes à sortir de ces situations, à en parler autour d'elles, à réagir et à se battre. Et alors comme justement, ça faisait écho à une première rencontre que j'avais faite quelques années plus tôt, et que je relate dans le premier chapitre de mon roman, eh bien, à ce moment-là, mon livre s'est imposé à moi, et j'ai su que j'écrirais l'histoire d'une femme en situation de harcèlement conjugal. Alors c'est l'histoire d'une émancipation, mais pas que, tout y passe, l'amour, l'idéal, la construction de soi, son évolution, la famille, et puis cette résignation totalement insupportable pour le lecteur. Alors pourquoi est-ce que Bénédicte Ombre d'Âne se résigne-t-elle ? C'est toute la question. En fait, vous avez raison de dire que ce n'est pas un livre sur le harcèlement conjugal. Moi, ça ne m'intéresse pas d'écrire des livres sur des sujets. Mon écriture se déclenche lorsqu'il y a une forme qui s'impose à moi, et lorsqu'il y a comme la réunion d'un ensemble d'idées, d'univers, de pensées, de sensations et de choses que je souhaite réunir pour faire un livre. Et là, l'une des questions qui traverse tout mon roman, c'est la question du choix dans nos vies, des décisions que l'on peut prendre, bonnes, mauvaises, qui orientent en fait c'est même pas une question radicalement. de bon ou mauvais choix, parce que Bénédicte, elle va trouver l'amour, elle va trouver l'âme sœur, et reculer devant cette chance de bonheur. Peur d'y Parce qu'il accéder. n'est pas si facile qu'on pourrait le penser de rompre avec son mari, de se sortir des situations dans lesquelles on est enfermé. Même quand on est harcelé comme ça, mais c'est la c'est la première difficulté, c'est-à-dire qu'elle sait pertinemment que son mari ne la laissera jamais partir, qu'il pourrait devenir fou, il la menace d'ailleurs à un moment de tuer les enfants et de se tuer lui-même si elle partait. Et donc cette femme, mon héroïne, n'a pas la force, ne se sent pas la force d'affronter son mari pour lui dire qu'elle s'en va. Et elle préfère espérer que la situation s'arrangera, et elle se réfugie dans son monde intérieur. Elle lit beaucoup, elle rêve qu'il pourrait lui arriver quelque chose de merveilleux. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui en fait n'ont pas la force d'affronter le réel et qui préfèrent se réfugier dans leurs rêves. Ce livre pourrait pousser des personnes qui sont dans ce genre de situation à ne pas se résigner et à réagir en effet, parce que il n'y a absolument aucune raison qu'une femme de la qualité et de la valeur de Bénédicte Ombre d'Âne se laisse pousser à de telles extrémités par le comportement de son mari. Alors pour Bénédicte Ombre d'Âne, la famille... C'est révoltant en effet. Et je suis heureux que ce livre provoque de la révolte chez mon lecteur. Ça vous prend au ventre. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'il provoque cette révolte chez des femmes qui seraient exactement dans la situation de Bénédicte Ombre d'Âne, et qui se diraient, mais pourquoi ne part-elle pas alors qu'elle-même... Vous avez écrit ce livre pour les femmes? Oui, j'ai écrit ce livre pour les femmes. D'ailleurs, cette femme qui m'a abordé dans le train en me demandant d'écrire ce livre souhaitait que je le fasse pour aider les femmes. Moi, je ne l'ai pas fait pour ça, parce que je pense que l'écrivain n'a pas ce rôle-là. Le rôle de l'écrivain, c'est de créer des œuvres d'art et de procurer à ses lecteurs des expériences esthétiques avant toute chose. Mais en revanche, je savais, puisque j'exauçais le vœu de cette lectrice de raconter sa vie, que si mon livre était réussi, si l'expérience artistique que je proposais à mes lecteurs était forte, eh bien ce livre aurait forcément une utilité et pourrait aider des femmes. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour ramener les hommes vers nous, pour leur donner envie de lire L'amour et les forêts? Ah, mais j'ai beaucoup de lecteurs, hein.
Alors voilà, il faudrait que les femmes harcelées laissent traîner négligemment le livre sur la table de leur salon. Alors, vous parlez beaucoup de la famille également. Bénédicte Ombredan est une mère exemplaire. La famille compte beaucoup pour elle. Et pourtant, on ne le lui rétribue pas du tout. Vous brossez un tableau terrible des enfants quand même. Ouais, parce que le mari, Jean-François, le mari, on l'oublie parce que c'est est un grand manipulateur. Ouais. Donc il est parvenu à mettre les enfants de son côté, à les retourner. Et puis Bénédicte Ombredan est surtout très fatiguée. Cette vie que lui impose son mari l'épuise. Et donc elle n'a peut-être pas assez de recul et de souplesse avec ses enfants, et en particulier sa fille qui est adolescente et qui commence à moins bien travailler à l'école. Et Bénédicte Ombredan qui confrontée à cette dureté dans son quotidien, rêve pour sa fille de la plus grande indépendance vis-à-vis des hommes. Et donc elle voudrait qu'elle fasse des études et qu'elle puisse s'émanciper et s'affranchir de toute domination masculine. Et lorsqu'elle voit sa fille devenir obsédée par l'apparence, la féminité, la coquetterie, et laisser tomber les études et tout ça, en fait elle ne le supporte pas et elle se durcit, elle se raidit, elle se radicalise dans la pression qu'elle met sur sa fille, et ça passe mal et leur relation se casse. Mais au départ c'était vraiment pour bien faire et pour aider sa fille. Mais c'est une erreur qu'elle commet en fait. Petite dernière question. Elle ne trouve pas le juste milieu en fait avec sa fille. Eric Reinhardt, l'amour dans les forêts, la forêt pour son clair-obscur ou parce qu'on s'y perd et qu'on peut s'y retrouver? Oui, c'est aussi une métaphore de la vie intérieure, où Bénédicte Ombredan se réfugie le plus souvent qu'elle le peut. Et on y éprouve beaucoup de choses dans les forêts, des sensations visuelles, olfactives, sonores. Et en même temps, on peut aussi s'y perdre et y éprouver la peur. Qu'est-ce que vous allez écrire? Là, je vais écrire Votre une pièce de prochain roman. théâtre. Une pièce de théâtre. Voilà. Et qui parle de... J'adore le théâtre. Et qui parle de... J'ai beaucoup de mal à parler de mes textes avant de les écrire. Avant de les écrire. Donc alors vous je les reviendrez garde avec plaisir. Merci beaucoup, Merci Eric beaucoup Reinhardt. de m'avoir invité. Et on va vous proposer un reportage sur le Salon du Livre tout de suite. Quartier, même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur, de qui voulait pas payer l'entrée 30. Comme chaque soir dans l'émission spéciale du Salon du Livre francophone de Beyrouth, je vous parlerai de la campagne Positive Lebanon, une initiative tamiraz parrainée par la BSL Bank. Et nous allons découvrir soir après soir des associations avec des initiatives et des activités positives made in Lebanon. Mon invitée ce soir est Patricia Mkarzel de Tamiraz. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Donc vous faites partie de Tamiraz, qui est à la base de cette initiative super intéressante parce qu'elle met en évidence le côté positif du Liban, des Libanais, dans une atmosphère qui n'est pas toujours très rose, si l'on peut dire. C'est quoi les thématiques en fait de Positive Lebanon qui va faire l'objet d'un ouvrage plus tard? Enfin, c'est imminent, ce n'est pas très tard, ça va être très proche. Mais tout d'abord, on est très heureux de vous accueillir sur notre stand déjà, qui est aux couleurs de Positive Lebanon. Je crois que vous allez avoir l'occasion de faire un tour et de voir. Donc Positive Lebanon, c'est parti il y a un peu plus d'un an d'une idée de notre directrice Tania, que vous avez interviewée hier, et donc qui voulait s'opposer à cette sinistrose, comme on l'appelle, qui avait envahi le pays. Et donc on a aimé un peu répertorier toutes les actions civiles positives qui se passent au Liban. Et on s'est rendu petit à petit compte qu'il y en a beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Donc ça nous a pris quand même un an pour tout répertorier. Et encore, on n'a pas tout répertorié. Donc il y aura certainement un tome 2 et puis on relaiera le reste sur notre média. Mais là, pour l'instant, on a voulu mettre en avant, comme vous l'avez dit, les associations écologiques, activités sociales, théâtrales, tout ce qui est artistique, etc. Donc tout ce qui fait du bien. Et même, il y a des textes de blogueurs, il y a des artistes qui ont contribué des œuvres, qui nous les ont cédées gracieusement. Toutes ces personnes positives qui font qu'on est encore là tous les jours et qu'on est heureux d'être là et qu'on va continuer malgré tout et qu'on continue à espérer surtout.
Donc comme vous dites, c'est difficile de répertorier toutes ces activités parce qu'il y en a chaque jour. Je pense que ça éclot comme ça pousse comme des champignons. Et c'est la force des Libanais d'être toujours positifs, de regarder toujours vers l'avant, vers ce qu'on peut faire. On n'attend pas vraiment ce qu'on peut nous donner, ce que les politiciens, le gouvernement, les États peuvent donner, mais ce que nous-mêmes, en tant que société civile, nous pouvons faire. Il y a finalement, Patricia, plus de 6000 ONG au Liban. C'est un chiffre énorme. Et ce sont ces ONG que vous avez pu répertorier. Enfin, on n'en a pas 6000 dans le livre. Mais oui, on en a quelques 300 ONG initiatives et ils sont tous très actifs. Comme vous l'avez dit, il y en a qui naissent tous les jours, donc on n'arrive pas à nous rattraper et on est toujours en retard par rapport à ça. Mais il y a plein et ils sont tous très actifs et ils sont tous très positifs. Et on a essayé un peu de voir les nouvelles et pour chaque mauvaise nouvelle au quotidien, vous avez 5 ou 6 bonnes actions. Donc au final, oui, au final, le compte est très positif. Mais Positive Lebanon, ce n'est pas seulement cet ouvrage-là, c'est toute une campagne avec tout ce que vous avez là entre les mains. Est-ce qu'on peut les voir, oui, les goodies, le carnet? Il n'est pas encore sorti, il sortira à la fin novembre et on va avoir une grande soirée de lancement début décembre. Mais donc déjà, en attendant un peu pour vous mettre l'eau à la bouche, on a le carnet de notes Positive Lebanon qui répertorie un peu, mais d'une manière plus ludique, avec des illustrations, tout ce qui se passe dans les régions un peu rurales, des blagues, donc c'est un peu plus léger ici. Et donc là aussi, c'est orienté vers tout ce qu'on a de positif, de patrimoine. Dans les différentes régions, dans l'histoire, donc c'est plus global, parce que pour les régions plus spécifiquement, nous avons cet agenda pour des week-ends de rêve au Liban. Et donc là-dedans, nous avons répertorié 52 pour les 52 semaines de l'année, 52 maisons d'hôtes et boutiques hôtels dans les différentes régions libanaises. Et celui-là, nous l'espérons le transformer en un véritable guide. On croise les doigts, mais on compte le faire. Donc là, vous voyez, pour chaque semaine. Chaque jour, donc c'est par semaine, c'est donc une maison d'hôte par semaine et on vous donne des informations sur la région, ce qu'il y a à faire autour, comment les contacter, ce qu'ils ont de particulier, etc. Donc oui, ça aussi ça fait vraiment plaisir. Et puis nous avons nos stickers, c'était notre point de départ en Positive Lebanese et là on l'a décliné à l'infini, Green Lebanese, Single Lebanese. Lebanese student, il y a driver, parce qu'on l'est tous évidemment, oui. Oui. Et puis bon, nos marque-pages, nos pins. Quoi de plus important qu'un marque-page en plein salon du livre, n'est-ce pas? Merci beaucoup Patricia Mkarzel pour tous ces détails. Vraiment, c'est super alléchant. On a vraiment envie de positiver avec vous, avec Tamiraz, avec cette initiative qui va, je pense, enthousiasmer beaucoup, surtout les jeunes, n'est-ce pas? On l'espère, c'est le but en tout cas, de 7 à 77 ans, on est tous jeunes dans l'âme et on veut enthousiasmer tout le monde et on veut que tout le monde y croie et on veut plus être triste, on veut plus être négatif parce qu'il y a vraiment 1000 raisons de ne pas l'être. Il y a 1000 raisons de positiver, donc allons-y. Merci beaucoup. En tout cas, rendez-vous pour la suite des activités et des actions, des initiatives répertoriées par Positive Lebanon dans les jours à venir. Merci. Sophia Amara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Proche-Orient, auteur de nombreux documents primés. Vous êtes marocaine installée au Liban, infiltrée dans l'enfer syrien, je monte l'ouvrage quand même. Et votre dernier livre, et c'est un témoignage de l'horreur qui s'est installée depuis 2011 en Syrie, à l'heure où l'histoire de ce pays continue de s'écrire dans le sang malheureusement. Alors bien qu'interdite de séjour en Syrie, vous y êtes retourné. Qu'est-ce que cette incursion au sein du territoire vous a-t-elle permis de mieux comprendre à l'heure qu'il est? Absolument tout, ça m'a déjà permis de faire mon travail parce que si j'avais attendu d'hypothétiques visas, je n'aurais plus jamais travailler en Syrie. Et donc j'ai fait ça comme beaucoup d'autres journalistes occidentaux, partant depuis Paris puisque c'est quand même ma base, et pour aller sur place et rendre compte petit à petit de ce qui se passait dans ce pays qui a plongé, comme on le sait tous, dans l'horreur d'abord de la répression barbare du régime syrien et ensuite des djihadistes qui ont été la conséquence de cette barbarie et d'autres raisons dont on pourra sûrement parler dans le cadre de cette interview. Alors concrètement, vous avez fait comment pour entrer ? Oh, mais il suffit vous savez, quand on fait du reportage
en zone sensible, on va dire, pour ne pas reprendre l'expression. C'est une zone extra sensible, hein, en l'occurrence. Oui, tout à fait. C'est courant. On passe clandestinement. On entre clandestinement dans un pays. Alors, parfois, c'est à dos de mulet, parfois, c'est en traversant des rivières, parfois, c'est en se faisant passer sur certaines zones où il y a des mines. Parfois, c'est au prix de sa vie, il ne faut pas l'oublier. Oui. En général, il faut essayer de ne pas faire. Je citerai ici notamment notre confrère Anthony Chedid, qui est mort en passant clandestinement, libanais donc américain, et qui est mort bêtement derrière un troupeau à cause d'une crise d'asthme. Oui. Alors votre livre, c'est aussi la révolte devant le silence de l'Occident. Ce silence que nous avons connu également, nous Libanais. Oui, hélas. Et ce silence de l'Occident, vous l'expliquez comment dans votre livre ? D'abord, si j'écris ce livre, ça n'a pas été trop pour l'expliquer. Finalement, j'ai compris, parce qu'on se pose des questions. J'ai compris partiellement, parce qu'il faut rester très humble quand il s'agit du Proche-Orient et des grandes politiques, entre guillemets. J'ai d'abord voulu l'écrire pour le dénoncer et dire que c'était une honte au XXIe siècle de laisser mourir 200 000 personnes, reconnues pour l'instant par les Nations Unies, et ils sont sûrement 2 ou 3 fois plus, parce qu'il y a des gens qui meurent et qui sont jetés dans des fosses communes, dans des hôpitaux militaires en Syrie, des gens qui meurent et qui sont mis dans des hangars, on ne sait même pas où ils sont. Et moi, j'estimerais aujourd'hui à 300 voire 400 000 le nombre de morts. Donc je me suis élevée contre ce silence, cette compromission de l'Occident qui aujourd'hui, bien tardivement, se lance dans cette campagne aérienne contre ce monstre qu'est l'État islamique et auquel il a participé à sa création, sachant que s'il n'avait pas autant attendu et qu'il avait qu'il avait agi plus activement dans cette zone, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. On va y arriver tout à l'heure. Alors, vous dites dans votre livre que Barack Obama est en retard d'une guerre. Ouais, et d'une cause. Est-ce que c'est déjà trop tard ? À mon avis, oui. C'est déjà trop tard. Bien sûr que c'est trop tard. L'État islamique frappe aux portes de l'Europe, il est à 2 pas de la Turquie, il est actif en Irak, en Syrie, il a des poches en Jordanie, malheureusement, et on en fait le frais aujourd'hui au Liban, qui est un pays qui n'a pas besoin de cela. Bien sûr qu'il est tard, il est déjà trop tard. Et on parlerait de poches également dans le Sinaï. Donc oui, la boîte de Pandore est ouverte et on ne sait pas comment ça va se finir. Alors pour vous, Sophia Amara, c'est clair, c'est le régime syrien qui a favorisé l'installation de l'État islamique. C'est une déclaration, ça, conséquente quand même. C'est une simplification que je n'adopte pas. Non, ce n'est pas Bachar el-Assad ou le régime de Bachar el-Assad qui a installé l'État islamique. Non, mais c'est Bachar el-Assad, le régime de Bachar el-Assad, et c'est dans les habitudes de son père et du fils, il a voulu djihadiser la révolte, il a voulu islamiser le mouvement de contestation pour le discréditer. Et en mai-juin, c'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres avérés, connus avec les noms et les dates de libération de terroristes, de djihadistes qui étaient dans les geôles de Bachar el-Assad et qui ont été relâchés vers le 31 mai ou le 1er juin, 370 personnes suivies d'autres centaines de personnes. Et ces personnes aujourd'hui sont à la tête des groupuscules les plus extrémistes. Et je ne citerai que Joulani, qui était le bras armé de l'État islamique en Irak, mais en Syrie, et qui s'est séparé de Baghdadi. Mais à la base, Joulani, il faut le rappeler, le dire et le redire sans cesse à tous ceux qui disent aujourd'hui « Ah, vous avez vu, mais c'était à prévoir, c'est venu de l'étranger. » Non, non et non. C'est une population laïque qui s'est levée contre ce régime. Et ce régime, pendant qu'il a arrêté les activistes, il a relâché des terroristes et les a lancés dans la nature pour dire « Si vous ne voulez pas de moi, voilà ce que vous allez avoir en retour. » Après, c'est devenu l'État islamique. On ne peut pas garantir qu'il savait que ça allait s'aggraver à ce point-là. Mais oui, c'est sa faute et c'est la faute de l'Occident et c'est la faute de 3 ans de tueries qui n'ont pas été punis, dont des crimes chimiques à l'été 2013. Alors dans votre livre, Sophia Amara, vous mettez l'accent, et ça on a tendance un peu à l'oublier, sur le départ pacifiste de cette rébellion qui ne tardera pas à changer de visage. Vous avez assisté à ce côté très pacifique de cette rébellion. Complètement, complètement. C'était un mouvement merveilleux, plein de vie, plein de croyances en toutes les valeurs qui sont les nôtres ici au Liban, en France, ailleurs, n'importe où. Les gens se battent pour la liberté. Ces gens-là ne parlaient que de ça, parlaient d'état de droit, de multipartisme, de laïcité, que chacun pratique sa religion chez soi. J'ai entendu des activistes me dire « Mon Dieu, pourvu qu'un jour on ait un chrétien à la tête de l'État »,
comme au Liban, on sera un pays civilisé. Et vous aurez d'autres problèmes, il faut leur dire. Oui, vous aurez encore des problèmes, mais ils seront différents. Et au Liban, il fait bon vivre malgré tout, il faut le dire. Ouais, je crois qu'il faut arrêter de le dire, parce que plus ça va de l'avant, moins... moins... Mais en tout cas, c'est un mouvement pacifique. C'est des gens de toutes les catégories sociales, professionnelles que j'ai pu voir à l'œuvre sur le terrain, avec un seul mot d'ordre, ne tombons pas dans la violence, le régime n'attend que cela. Alors l'entrée d'Alep dans le conflit marque une étape importante vu la position géopolitique de la ville. Et vous en parlez beaucoup dans votre livre. Oui, effectivement, parce qu'il est une des raisons, il est un des tournants de cette djihadisation de la révolution. Le tournant d'Alep, sa raison est géographique parce qu'au moment où Alep a rejoint la révolution, une porte s'est ouverte, la porte turque, qui a permis d'alimenter cette terreur islamique qui a grandi pour aboutir à cette hydre que est l'organisation État islamique. Et donc c'était la cause géographique, la proximité d'avec une frontière poreuse, ce qui n'était pas le cas de la Jordanie, c'était aussi le cas du Liban, mais les djihadistes, à proprement parler, ne venaient que de Turquie et c'est à partir de là que ça a permis, ce nord-est syrien adossé à la Turquie et à l'Irak en effritement total, a permis à ces éléments d'entrer et de s'imposer, de s'incruster sur cette révolte syrienne. Alors Bab Amr a changé la donne et c'est là que la SL a commencé à s'armer aussi. Oui, la militarisation de la révolte remonte justement à la chute de Bab Amr lorsque le pouvoir syrien a repris cette poche de résistance qui était un peu devenue comme le village d'Astérix et Obélix, le village gaulois qui résistait aux Romains et qui a tenu et en espérant que petit à petit l'armée libre de Syrie allait pouvoir augmenter les territoires qu'elle contrôlerait pour pouvoir justement libérer ce pays. Et ça n'a pas été le cas. Et là, le Conseil national syrien, qui était à l'époque dirigé par Borhan Ralioun, a décidé que, eh bien non, si même Bab Amr n'a pas tenu, il leur faut des armes. Et Dieu sait que le Conseil national syrien en exil, fait principalement de démocrates à l'époque et de laïcs, ne voulait pas de cette militarisation, mais il a dû s'y résigner. Et le grand drame de la révolte syrienne et de l'islamisation de cette révolte est dû au fait que cet armement s'est fait trop lentement, trop modestement, et qu'au final, il n'a pas permis aux rebelles modérés de venir à bout de ce régime. Et c'est ce qui a ouvert la porte, là encore, à la djihadisation. Sophia Amara, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter qu'on ne lira pas dans votre livre par rapport à ce que vous avez pu vivre en Syrie, ce qui a pu être le plus pénible pour vous? Ce que vous ne lirez pas, c'est une très très bonne question. Une histoire. Un journaliste n'aime pas raconter ses faiblesses. Je pense que la plus grosse faiblesse que j'ai eue, la plus grosse tristesse que j'ai eue, j'ai vu des enfants morts, j'ai vu des bébés déchiquetés, j'ai vu des femmes pleurer, j'ai vu des hommes, des vieillards jetés sur les routes de l'exil de manière ignoble. J'ai vu beaucoup de choses et on a, hélas, l'habitude de voir cela. Ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est de voir un homme, alors que j'étais à Beyrouth, de le découvrir comme tout le monde, un homme ouvrir le torse, la poitrine d'un combattant et d'en sortir un cœur et de faire semblant de le manger. Cet homme-là est un homme de l'armée libre. Et on a parlé à ce moment-là de cannibalisme, etc., au sein de l'armée libre, une grosse farce en réalité. Ce monsieur qui s'appelle Abou Sagar, qui est un jeune de 28 ans, dont la sœur a été maltraitée, j'en en dirai pas plus par respect pour lui et sa famille, par les sbires du régime, son frère tué et ses parents, 2 parents vieillards, jeté en prison. Cet homme a trouvé un mort et comme il avait trouvé sur son portable des horreurs, des femmes humiliées, mises nues, violées devant leurs filles, dans les zones de Homs et de Bab Amr. Et cet homme a fait ce geste odieux, immonde. Et évidemment que cet homme n'a pas mangé ce cœur. Et cet homme m'avait auparavant sauvé la vie. Et c'était un homme extraordinaire. C'était un homme, un rebelle, qui avait avec lui un alaouite, qui était tout le temps en train de discuter, qui était un rebelle à Bab Amr, comme tous ces petits jeunes. Et la guerre, au bout de 3 ans d'horreur, a fait de lui, a enlevé de lui toute humanité. Et c'est ça qui est le pire dans cette guerre, c'est qu'elle déshumanise même ceux qui souffrent
comme ce rebelle qui ne demandait rien que d'obtenir la démocratie et la liberté. Je ne justifie pas son acte, loin s'en faut. Son acte est odieux, mais il faut toujours se poser la question du pourquoi. Sur cette note qui n'est pas des plus gaies, Sophia Amara, merci beaucoup. Et on va rester avec une page de publicité. C'était la fille du voisin. Elle était si belle, il était si fou d'elle, qu'on l'appelait Jeannot le fou. En direct du Salon du Livre au Biel et je reçois Guillaume Nuss. Bonsoir. Bonsoir Guillaume Nuss. Alors on ne parle pas de livre avec vous, Non. mais de papier. Tout à fait. On n'est pas tout à fait loin. Pas très loin, non. Non. Alors vous êtes PDG de Clairefontaine-Rhodia, leader européen du cahier. Tout à Et fait. on a tous grandi avec Clairefontaine. On a toujours affectionné Clairefontaine parce que c'était de meilleure qualité. Merci bien. Vous êtes à Beyrouth pour ce salon avec votre épouse qui elle tient la communication du groupe, mais vous êtes un homme seul ce soir. Ouais. À l'heure du numérique, dites-moi quels sont les défis que doit relever le papier aujourd'hui? Les défis, ils sont effectivement très importants puisqu'il y a une évolution naturelle, régulière et partout dans le monde. Donc de toute façon, on n'y peut rien, que ce soit à l'école, au bureau ou à la maison, on va dans les loisirs. Il y a une évolution du numérique qui vient grignoter nos parts de marché. Mais bon, on essaie de s'adapter à ça. On a développé beaucoup de produits nouveaux qui sont complémentaires. Ouais, forcément, ça Voilà. met la créativité en œuvre, Créativité, j'imagine. et notamment les activités artistiques qu'on n'avait pas avant, il y a 20 ans, dessin, beaux-arts, loisirs Tout ce qui est créatifs, décoration, graphique, voilà, tout ce qui est graphique, qui eux perdurent et qui même se développent parce que quand on est très très numérisé dans sa vie par ailleurs, écran, clavier, on a besoin de respiration et je pense que ça durera encore dans des décennies. Et donc on a un créneau qui nous plutôt se développe par opposition au numérique. Voilà. Mais il y a quand même une diminution des ventes ou Ah pas? oui, il y a des diminutions. On a noté dans notre groupe qui s'appelle Hexacontact Clairefontaine, on a des produits, par exemple les piqûres comptables qui du jour au lendemain ont disparu. Il y a l'agenda qui est plus difficile, enveloppe blanche qui diminue aussi. Par contre, d'autres produits, effectivement, eux se portent plutôt bien parce qu'ils sont en opposition. Et on va dire que autant pour envoyer un SMS et un mail pour inviter quelque chose rapidement, autant pour un mariage ou une organisation un peu particulière, l'enveloppe de couleur va remplacer. Donc nous, on cultive cette opposition et voilà. Il ne faut pas être en croissance, mais ça peut perdurer quand même un certain volume. Est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui acculé à développer de nouveaux créneaux Ah, c'est indispensable. Si vous on était allez les resté, chercher où ces créneaux? on les cherche à la fois en interne, en rachat externe. On a racheté il y a une quinzaine d'années une entreprise par exemple qui fait papier cadeau. Papier cadeau, c'est banal, mais ça se vend toujours. Et je pense que dans 40 ans, on en parlera encore des cadeaux avec des papiers cadeaux. Donc voilà, il y a plein de créneaux qui ne sont pas très loin de nos métiers. Ce sont les mêmes clients pour nous. Donc tout ça nous permet d'exister et de nous développer. Alors, est-ce que le papier est appelé à s'éteindre, ou du moins, bien entendu, prendre un coup comme il le fait en ce moment, comme l'industrie du disque, à se réinventer autrement? Je pense que l'évolution sera plus douce, heureusement, que l'industrie du disque, qui, elle, en tout cas dans la matière support physique, comme on dit, le support physique du disque a pratiquement disparu. Ouais. Et les collectionneurs qui aiment bien les disques vinyles, mais ça reste marginal. Dans le papier, il y aura une grosse diminution. On le voit notamment au niveau étudiant. Ils prennent leurs cours maintenant sur des tableurs ou sur des ordinateurs et plus sur des feuilles ou des blocs. Mais par contre, il y a des développements nouveaux qui ne sont pas inintéressants. Ce qui compte pour nous, c'est d'être resté un peu le dernier des Mohicans et d'être celui qui reste sur la niche. Ça nous suffit bien. Alors pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui venu assister à ce salon du livre? Alors d'abord parce que je vais être gentil avec ce pays, parce que j'aime bien le Liban. Je trouve que c'est un pays extraordinaire, j'aime bien Beyrouth. Je suis venu pour la pluie aussi, vous attendez peut-être qu'il pleut en ce moment. Donc, je ne sais pas voilà, si donc, les téléspectateurs l'entendent, mais il pleut très très fort. Voilà. Ouais. Mais on a une distribution au Liban depuis une quinzaine d'années qui marche très bien. Et donc on essaie de faire perdurer. Et pour nous, le marché libanais est intéressant puisqu'il est à la fois basé sur des produits qu'on appelle dans notre jargon produits utilitaires, notamment les listes scolaires. Un cahier Clairefontaine, c'est pour une liste scolaire, et également présent dans les produits d'ambiance, achat d'impulsion. On a un stand ici avec beaucoup de produits un peu périphériques de nos métiers, donc avec des boîtes, des carnets, des sacs et autres. Très coloré le stand, très attractif, très coloré. C'est ce qu'on essaye de faire. Et donc le Liban est pour nous un pays, un secteur où on a les deux. Et produits classiques et produits nouveaux d'impulsion. Donc voilà, on se doit être présent. Et puis bon, voilà, c'est normal d'aller voir ses clients régulièrement. Donc je suis venu pour ça. Alors Clairefontaine est également engagée dans l'humanitaire, l'écologie.
la scolarisation avec l'UNICEF. Alors, comment Voilà, tout à est-ce fait. qu'on est engagé dans l'écologie quand on fait du papier? Alors, assez facilement, puisque je dirais que mon père me disait, parce que c'est une bonne famille familiale, hein, donc Clairefontaine, on faisait les choses bien avant que l'écologie devienne un thème récurrent, et maintenant on le dit et on le démontre. Bien sûr que n'importe quel producteur, quand il produit, il va dégager du CO2. Par contre, on peut être plus ou moins efficace en le faisant, et nous par exemple, donc c'est une utilisation uniquement de forêts certifiées, donc PEFC, FSC, qui sont souvent utilisés dans le livre d'ailleurs, ISO 14001 pour les sites de production, et donc tout ça, ça forme un ensemble assez rationnel. On a des usines et papiers recyclés également, donc franchement au niveau écologie, on pense être au top et on n'a aucun scrupule à exister à ce niveau-là. Donc l'écologie, pour moi, aucun problème. Et à votre question sur la partie humanitaire, là, effectivement, c'est mon épouse qui a initié le projet avec l'UNICEF. Ça nous paraissait une évidence d'être présent sur le créneau UNICEF, donc les enfants. À la base, notre produit Cahiers Clairefontaine était un produit pour les enfants, pour la scolarité, et donc rendre ce que nous a apporté l'enfance en aidant l'UNICEF, pareil, une évidence également pour nous. Et puis effectivement, le besoin malheureusement est tel dans tous les pays, et encore hier soir, on discutait avec des personnes investies au Liban dans l'accueil notamment des réfugiés. Il y a tellement de choses à faire que voilà, ce qu'on fait est peut-être une goutte d'eau, mais quand on a des écoles où on a formé des profs, où on a installé Ça des commence comme ça, la petite goutte d'eau individuelle, c'est comme ça. Et surtout, ce qui compte beaucoup pour nous, c'est l'accompagnement par-delà le primaire, parce que la plupart des pays du monde, le primaire est toujours important, mais ensuite, il y a un décrochage, et notamment au niveau des filles, et mon épouse, forcément, est très sensibilisée à la cause donc, des jeunes filles, et de les accompagner aussi longtemps que possible dans l'éducation. Alors voilà, on est présent là-dedans. Est-ce que vous développez des campagnes de recyclage de vos propres produits, par exemple? Alors en fait, dans la consommation elle-même, elle se fait à la maison, à l'école et au bureau, et il y a des spécialistes qui, eux, vont récupérer. Mais effectivement, on est très demandeur de recyclage, puisqu'effectivement, on en fait en production, sachant qu'ensuite, le papier qui va être consommé, soit imprimé, soit écrit, n'est pas naturellement efficace pour faire du papier blanc. C'est que si vous le rendez très blanc, vous utilisez beaucoup de produits chimiques, c'est pas très intéressant. Par contre, faire de la caisse carton, de l'emballage ou autre, ça c'est très bien. Donc effectivement, on est très intégré dans la partie recyclage avec notre usine de papier recyclé, qui s'appelle Everbal à côté de Reims en France. Et donc pour nous, c'est un cycle naturel. Et d'ailleurs, on manque souvent de matières premières parce que les Chinois en particulier utilisent beaucoup de papier recyclé qu'ils importent. Donc pour leur emballage, et malheureusement la matière première, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas très abondante en papier recyclé. Est-ce que vous contribuez au Liban là, à une campagne écologique par exemple, non. où vous travaillez avec une association? Non, une franchement ONG? au Liban, non. Vous l'envisagez pas? On devrait peut-être, effectivement. Je veux dire qu'effectivement on est plus présent dans nos métiers où on fait du volume. Au Liban, comme je disais tout à l'heure, on est très présent dans la niche. Et le Liban est important pour nous parce qu'on y développe des produits d'ambiance et de visibilité pour le Moyen-Orient ou autre. Mais c'est clair, on n'est pas dans les produits basiques. On a des confrères, donc des concurrents libanais qui produisent localement, qui sont assez efficaces, et je leur laisse le loisir de développer ce genre de choses. Alors, quel genre de visibilité ce salon vous permet-il dans l'absolu? Alors, une très bonne visibilité d'abord au niveau du grand public, parce que c'est toujours difficile de montrer tout ce qu'on fait. Quand vous venez d'un produit, quand je rencontre des gens, journalistes ou grand public, et que je dis qui je suis, Clairefontaine, le cahier de ma jeunesse. Monsieur Clairefontaine. Voilà. Ok. Sauf que nous on a développé beaucoup de produits nouveaux, et donc on a du mal à les faire connaître. Et donc un salon comme ça nous permet d'avoir une visibilité très intéressante pour le grand public, mais également finalement, bizarrement, également pour nos clients, à qui on a montré le produit sur catalogue et qui l'ont oublié et qui le voient ici et disent ah bah oui, j'avais pas vu ça comme ça, et voilà. Donc en fait on a besoin de ça. Donc on développe ce genre de salon autant que faire se peut. Et ce salon se prête très bien parce qu'on a un confrère dans l'écriture qui est ici. On n'a pas beaucoup de confrères, et donc en plus Clairefontaine est une marque française. Le mot Clairefontaine, même un anglo-saxon comprend que c'est un mot français. Donc cette marque française s'intègre très bien dans un salon de la librairie francophone. Alors, quelle est l'importance de votre présence annuelle? Parce que finalement, vous revenez chaque année oui, tout à fait. Au sein de ce salon. Et quel bilan vous dressez d'une année à l'autre? On le dresse d'abord avec notre distributrice, donc toute ligne avec Nada Shaoul, qui est très investie dans l'univers francophone au Liban. Quand je suis avec elle sur ce salon, tous les 3 mètres, elle rencontre quelqu'un qu'elle connaît. Donc on a besoin de cette visibilité. Ça nous permet de vous voir également ce soir, donc c'est pas inintéressant, un discours qui peut passer plus facilement grâce aux médias, et une diffusion, parce que quand vous avez beaucoup de gammes de produits d'ambiance que vous renouvelez régulièrement, si vous ne les vendez pas, vous avez des problèmes de stock, donc on appelle des bouillons. Donc chaque salon permet également de remonter tout, de revendre tout, donc non, c'est indispensable. Philippe Nuss, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes PDG de Clairefontaine. Merci bien, au revoir. Je t'ai cherché partout. Boulevard d'Avour. Reviens.
Bonsoir messieurs, bonsoir docteur, tous les deux en fait en l'occurrence. Docteur Philippe Souhaite, vous êtes chirurgien dentiste et spécialiste dentaire pédiatrique. Alors conférences et écriture sont vos frères d'armes. Docteur Nabil Aïs, vous êtes neurochirurgien, vous avez fait des études de philosophie et vous êtes en prime viticulteur en herbe. Alors avec le troisième qui n'est pas là, qui est Georges Haddad, et Jad Hatem et Roger Abinassif, vous décidez en 2010 de créer une revue philosophique, Alcinoé, que je montre à l'antenne, et qui, comme son nom l'indique, célèbre la puissance de l'esprit. 5 numéros ont déjà vu le jour: le temps, l'intelligence, de la vie, Dieu, le sens de la vie. Alors c'est un vaste programme de réflexion, avec des inédits de grands philosophes qui paraissent donc dans ces numéros-là. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette revue? En fait, nous sommes un cercle d'amis et on se réunit depuis une quinzaine d'années. Et lorsqu'il y a eu la semaine, l'année culturelle au Liban, donc nous avons été financés pour la première revue numéro 1. Et à ce moment-là, on a commencé à décider de faire une revue francophone à ce niveau-là. Mais je vais laisser la parole à Nabil, qui va expliquer un peu, puisque c'est lui qui a amené la première revue, c'est lui qui s'est chargé de ça. Alors, mais c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de réflexion permanente? En fait, c'est une revue thématique. Chaque année, on prend un thème, on le discute et on invite des gens de spécialité. Par exemple, le numéro 4 que vous avez entre les mains, c'est Dieu. Le Dieu. Donc, oui. C'est des textes, des réflexions. Chacun de nous essaie de faire un petit article sur Dieu. Qu'est-ce qu'il pense de la vie? Et par exemple, le 5e numéro que vous avez, c'est le sens de la vie. Et c'est des textes qui sont une fois inédits, des textes nouveaux et des réflexions au fur et à mesure de nos discussions. On fait sortir comme un bilan, comme une synthèse. Et on dit, voilà, Philippe... Vous faites une sorte de brainstorming, comme on dit, et puis il y a après le fruit de cette réflexion. Oui. Mais comment vous faites pour accorder vos violons? Parce que vous pouvez être d'avis très différents les uns et les autres, j'imagine. Écoutez, depuis une quinzaine d'années, comme a dit Philippe, nous avons commencé à nous rencontrer, à nous retrouver régulièrement, 1 ou 2 fois par mois, pour discuter de sujets. Pourquoi? Venant de domaines très différents, il est dentiste, je suis neurochirurgien, Georges Haddad est neurochirurgien, Jad Hatem est philosophe, Roger Abinassif est ingénieur et professeur de maths. Donc, tous de gros scientifiques quelque part. Il y a le philosophe. Il y a le philosophe. Il y a le philosophe, oui, il y a le chef de département de philosophie à l'USJ. Pourquoi nous venons d'horizons si différents et nous sommes tellement intéressés par la pensée existentielle, la pensée profonde qui traite des sujets de la vie, Dieu, l'intelligence de la vie, le sens de la vie, etc. Pourquoi n'est plus tout à fait la question? Comment peut-on vivre une vie sans s'intéresser à ces questions aujourd'hui? Pardon? J'ai dit pourquoi n'est plus tout à fait la question? Justement. Peut-on vivre sans se poser ces questions-là? Pour ma part, je suis spécialiste du dos, donc je fais, en tant que neurochirurgien, j'opère les maux de dos, les disques, les hernies discales, etc. Et donc je vois un nombre important chaque année de gens qui se plaignent du dos. Et je me suis rendu compte que la moitié de ces patients, en fait, ont mal à leur être. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis. Il n'y a pas que le dos, il y a l'estomac, il y a la tête. Tous les organes mots, peuvent être affectés par cette terrible maladie qu'on appelle la maladie psychosomatique. Non, mais le mal-être, c'est la maladie du siècle en ce moment. C'est la maladie du siècle. Le problème, c'est qu'il n'est pas nécessaire de pouvoir, il n'est pas certain de pouvoir traiter ces gens-là par la psychologie, la psychothérapie. Ce ne sont pas des psychopathes. Le problème, c'est de trouver un sens à la vie. Et nous avons décidé de réfléchir un peu pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans ce siècle, dans cette société. Maintenant, nous voyons ce qui se passe autour de nous. Vous voyez un peu ce conflit pour les religions, le conflit des religions. Est-ce que vraiment l'homme est bien à sa place? Est-ce qu'il ne faut pas renouveler la pensée? La pensée est nécessaire pour revoir, revisiter tous nos concepts de la vie et le sens de la vie. Même les religions doivent être visitées, de revoir un petit peu comment on regarde nos dogmes, etc. Alors, quel écho vous avez trouvé auprès de vos lecteurs jusque-là?
Vous avez des retours? Je vous entends mal. Moi, je sais, il y a beaucoup de bruit au salon, j'ai dit. Oui. Quel écho avez-vous trouvé auprès de vos lecteurs jusque-là? Très varié. Très varié. Il y a des gens qui trouvent que les sujets sont traités avec beaucoup d'approfondissement et avec un jargon trop technique, trop évolué. Ouais. C'est pour ça que nous cherchons de plus en plus à traiter des sujets qui sont de l'ordre du quotidien, avec un discours qui passe aux moyens, aux lecteurs moyens, pas nécessairement spécialisés dans la philosophie ou dans les hautes sciences. Mais c'est certainement un document vraiment à garder dans les librairies parce que vous avez des grands auteurs qui ont écrit, pas seulement nous, il y a des grands scientifiques qui ont écrit sur l'astrologie, sur le temps, sur l'histoire, etc. Alors, ce n'est pas un magazine illustré, mais vraiment, quelque part, un forum de réflexion. Est-ce par définition une revue élitiste? J'aimerais ajouter un petit mot dans ça, puisque nous avons voulu faire à partir de cette revue ce qu'on appelle un cercle Alcinoé, c'est-à-dire les amis d'Alcinoé. Et demain soir à 6h30, nous allons être à la librairie Le Point pour signer et faire revoir un peu aux gens qu'est-ce qu'on fait et quelle est notre façon de penser de ceci. Et le cercle Alcinoé, ça va s'adresser à des personnes qui sont intéressées à la philo, mais qui ne sont pas philosophes, mais qui sont intéressées à rechercher aussi ces questions avec nous. Et nous allons leur offrir chaque année 2 thèmes. Et par exemple, le 22 novembre, nous serons à Abdelé sur un thème sur la contingence et la liberté. Et vous voyez, la liberté par rapport à nous est hyper importante, surtout dans ce monde arabe dans lequel nous vivons. Donc nous allons offrir toute une thématique sur la liberté et la contingence par rapport à nous. Et ça, c'est le cercle pour avoir d'autres personnes qui nous joignent et qui puissent approfondir nos idées. Alors, si on ne fait pas partie de ce cercle, est-ce qu'on peut être publié par vous si vous trouvez l'article intéressant? Oui, sûrement, puisqu'il y a un comité de rédaction. Et si quelqu'un est intéressé à écrire avec nous, il est le bienvenu, à condition qu'il remplisse les conditions de la revue. C'est uniquement ça. Alors, moi j'ai envie de vous demander tout simplement quelle est la vocation de ce magazine aujourd'hui, tout simplement? En fait, on n'a pas une vocation directe, c'est une vocation premièrement francophone parce que nous pensons que la francophonie par rapport au Liban doit exister et nous sentons que la francophonie est dépassée par l'américanisation et moi j'ai enseigné et j'enseigne anglais, mais je crois que la francophonie c'est une langue humaniste et que nous devons préserver et que nous avons un rôle en tant que Libanais de préserver cette francophonie. Et c'est une des raisons principales que nous finançons cette revue et que nous voulons que d'autres essaient de nous joindre dans ce cercle-là pour discuter vraiment et pour voir ces thèmes. Pourquoi est-ce que vous l'avez voulu aussi rigoureuse, cette publication qui est peu illustrée, comme on pense par exemple au magazine Philosophie, qui est très illustré, qui a des choses un peu plus légères, plus accrocheuses, mettons, pour justement amener tout un chacun à cette réflexion. Il y a des thèmes littéraires dans certains numéros. Tout à fait. C'est vrai que les sujets traités sont relativement profonds et on ne peut pas trop vulgariser. Il faut maintenir quand même un certain niveau de réflexion qui réponde un peu au questionnement, qui soit à la hauteur du questionnement métaphysique et existentiel de nos jours. C'est une invitation à tout le monde qui est dans le questionnement. Tout le monde est dans le questionnement. Il n'y a personne qui peut échapper. C'est un questionnement existentiel qui est source d'angoisse. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'on est moins dans cette remise en question de soi, qu'on est plus emporté par le courant? Voilà, justement. C'est pour moi l'angoisse qui est à la base de cette maladie dont vous avez parlé, la maladie psychosomatique. Cette angoisse n'a pas de thérapie psychologique ni médicamenteuse. Sa thérapie est de revenir au questionnement et de ne pas y échapper, de ne pas essayer d'éluder, de faire le déni du questionnement existant. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Quel est le sens de ma vie? Il faut inviter les gens à aller en profondeur. Nous avons tendance à vivre un peu en superficie. En marge d'eux, j'allais vous dire. En superficiel. Alors, pour rendre les choses un peu plus concrètes, je voulais m'arrêter sur une question qui intéresse tout le monde, le sens de la vie, le bonheur, le besoin de croire. Dans un des articles que j'ai survolé,
vous dites que le besoin de croire s'impose-t-il à nous comme une pulsion? Et vous évoquez en parallèle le besoin de croire serait-il lui aussi de l'ordre de la pulsion ou relèverait-il plutôt de la volonté? Oui, c'est une question très intéressante. Je ne sais pas si Philippe, tu veux dire. En fait, je vais laisser à Nabil le soin de parler du thème. Justement, est-ce que la volonté aussi est mue par une pulsion quelque part? Est-ce que ça se rejoint pas? Écoutez, la raison ne peut pas répondre au questionnement qui est celui de l'angoisse de la vie. Pourquoi je vis? Est-ce que je fais du bien? Est-ce que je suis dans une culpabilité? Je suis tout le temps dans une culpabilité, dans un sentiment d'absurde. Est-ce que je dois faire ceci et pas ça? Pourquoi? Est-ce que je dois m'occuper de moi-même ou de la société? Je m'occupe d'ici-bas ou de l'au-delà, etc. Ce questionnement ne trouve malheureusement pas de réponse avec la raison, les moyens de la raison. Il y a quelque chose qui dépasse la raison, cette intuition. On adhère à une idée qu'on ne peut pas démontrer. Je ne sais pas pourquoi je crois, mais je crois. Donc la foi est une chose nécessaire. Mais une foi, pas nécessairement dans des dogmes préétablis, des dogmes qui deviennent malheureusement source de déchirement, cause de déchirement entre les hommes. La foi qui devient une quête. Voilà, une foi, mais une foi profonde et individuelle. On adhère après avoir eu sa propre conviction. Pas on adhère en panurgisme, mais on est manipulé et mobilisé pour faire des raisons politiques, etc. Docteur, merci beaucoup. Vous revenez avec quel numéro la prochaine fois? Le numéro 6. Le numéro 6, ça va être le courage. Le courage. On en a besoin, tous, là, sans exception. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Elsa qui fera un spécial choix de l'Orient. Et moi, je vous retrouve lundi avec un programme chargé, mais je vous en parlerai lundi. Merci beaucoup. À la prochaine.